Bonjour, merci beaucoup, d'être venu, à mon talk et à ce petit meet-up React Natif. J'ai préparé le talk en anglais, mais je vais plutôt le faire en français pour cette fois. Je pense que ce sera plus accessible en plus pour tout le monde si ça vous va. Je vais vous entraîner avec moi dans quelques réflexions, d'architecture, d'applications qu'on a eues dans notre équipe mobile qui ont vraiment, amélioré notre developer experience. Mon nom est Emma Goldblum, je suis software engineer chez Allen depuis plus de 4 ans et je vais vous emmener avec moi faire un petit tour, dans le passé, en 2018, dans le milieu de React. Donc, il y avait déjà React Native, une partie en React. Et bien, les high order components étaient absolument partout. Alors, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que c'est qu'un high order components?» puisque ça fait 1000 ans qu'on n'en a plus vu normalement. C'est simple, c'était, à l'époque où on avait encore des classes React pour faire nos components. On avait aussi souvent besoin d'injecter, des props ou des data qu'on query par exemple et donc les header components, c'est juste des fonctions qui vont faire ce rôle-là de bridge entre, notre single source of truth qui était souvent Redux par exemple, faire l'injection, de props et les passer aux components. Donc en fait, c'était des wrappers tout simplement autour de nos components. On l'utilisait pour absolument tout et n'importe quoi. Là, j'ai cité Redux parce que c'était souvent pour ça en fait, pour récupérer le contexte, mais ça pouvait être aussi pour des external data subscription ou aussi, par exemple, si on avait besoin d'avoir un layer d'authentification partout, on pouvait faire un wrapper with authentication. Si on avait besoin d'utiliser un wrapper de thème partout, donc pour récupérer des informations sur le thème, on faisait un wrapper. Si on avait besoin d'améliorer nos loggings, on faisait aussi un wrapper pour ça. Si on avait besoin de faire les boom diaries, on avait aussi un wrapper pour ça. Et à la fin, on se retrouvait avec une imbrication de wrappers assez complexe. Et on savait c'était pas super agréable d'interagir avec, surtout quand il fallait débugger. Et donc, je cite à peu près 3 grands problèmes qu'on avait avec le hardware component. C'est que c'était assez complexe déjà à écrire, puis ensuite à imbriquer. De savoir aussi dans quel sens les imbriquer, parce que tu pouvais facilement avoir des props collisions. Donc il suffisait que nos props avaient à peu près le même nom, par exemple. Il fallait faire un petit peu attention à l'ordre dans lequel on les wrappait, c'est-à-dire bon, lui il doit passer cette props là, donc lui il va récupérer cette props, il va interagir avec. Et enfin, c'était franchement pas facile à débugger. Je vous mets au défi de réussir à débugger ça avec la console JavaScript, c'était l'enfer. Du coup, en 2019, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. React a annoncé la venue des hooks. Alors qu'est-ce que c'est un hooks? C'est une fonction qui vous permet, d'interagir avec les features, de React qui permet, voilà, d'accéder au life cycle d'un component. Use effect, use state, tout ça. Ça a aussi eu un énorme avantage, c'est qu'on a enfin pu arrêter d'écrire des classes et plutôt écrire, des, stateless components. C'est quand même beaucoup plus facile d'interagir avec et d'écrire. Il y avait moins de boilerplate code et du coup, comparant un petit peu le code qu'on avait avec un Hardware Components, donc là, je vous ai épargné les 50 lignes que j'ai montrées, pour écrire ces wrappers-là, versus le même code avec des hooks. Donc on voit ici qu'ils sont à peu près là et c'est simple, dès qu'on rentre dans le components, on voit tout de suite quels hooks on utilise et il y a pas de et surtout, ils ne connectent pas entre eux, forcément. Du coup, il y a plus de props collision, beaucoup plus clair, le code, il tient en 10 lignes. La vie est magnifique. Du coup, les hooks règlent certains problèmes. Maintenant, on a une flat structure, tout est lisible comme ça. On a une direct logic inclusion, plus besoin, tout ce que j'ai déjà dit déjà, et c'est quand même un peu plus facile à débugger, notamment avec le debugger JavaScript. Du coup, vu que c'était si génial, on a décidé d'en mettre absolument partout, des logiques les plus complexes aux plus petits bouts qu'on avait chez nous. Par exemple, est-ce qu'on avait besoin d'accéder à la config d'un component? Eh ben, on a un hook pour ça. On a besoin d'accéder au langage courant de l'utilisateur. On a un hook pour ça. On a besoin d'accéder aux translations. On a un hook pour ça. On a besoin de faire un call API. On a un hook pour ça. On a besoin d'accéder à un super F-programme complètement personnalisé de A à Z. On avait aussi un hook pour ça. Ouais, en gros, on avait des hooks pour tout et n'importe quoi. Et du coup, si je fais ce talk et que je vous dis que ces hooks sont géniaux, pourquoi, est-ce qu'on veut tant, s'en débarrasser? Et bien parce que les hooks, ils viennent quand même avec certains petits inconvénients. Et le premier, c'est qu'en gros, les hooks, ils ont une certaine viralité. Il y a 2 règles à respecter. On ne peut pas les appeler conditionnellement et on ne peut pas, les appeler en dehors des hooks ou d'un component. Du coup, c'est simple, tu veux utiliser un hook, tu dois l'utiliser dans un hook ou dans un component et donc tout devenait des hooks finalement.
Et dans certains cas complexes, imaginons qu'on a un composant, voilà, qui doit attendre de recevoir le super health programs pour pouvoir, en faire un truc personnalisé et bah, si j'ai un composant qui a pas déjà ce super health programs, comment je vais faire? Je vais devoir d'abord appeler, du coup faire un call API pour récupérer cette information, puis ensuite je vais la passer en props à un composant en dessous qui lui va appeler le hook, quoi. C'est pas terrible pour la developer experience. Enfin, il y a aussi le cas où, bah, trop bien, on peut facilement interagir avec le lifecycle React, mais est-ce qu'on comprend vraiment comment ça marche? Pas forcément et donc il y a des gens qui peuvent parfois un petit peu débuter, dans le front-end qui vont se dire: «Oh bah, très bien, je vais mettre des set state directement dans mon use effect, ça va super bien marcher» ou «Je vais modifier quelque chose alors que j'en avais pas du tout besoin» et ça crée plein de problèmes. Déjà souvent des problèmes de performance et puis parfois même des gros bugs et je vais vous partager un petit story time qui m'est arrivé, il y a un peu moins d'un an. On devait livrer, 2 heures plus tard un truc super important pour des clients, qu'on travaille ça depuis 8 mois, puis on se rend compte que notre flow de signature de contrat, ne marche plus. Un peu ballot pour une assurance santé quoi et donc on se penche sur le cas avec, un collègue. Ça, il y a un billing et ce que je vois, en premier cas, qu'en gros, on a un bouton, on clique dessus, on est censé, signer le contrat et ouvrir un truc DocuSign. Donc je regarde un petit peu, le la méthode handle submit et je vois que la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va, set l'IBAN quelque part. Donc mutate, ça veut dire, je vais faire, un call API, post ou pass ou patch et puis, voilà. Et je me dis: «Mais c'est un peu bizarre, on n'est pas censé, signer un contrat quand même?» Donc je regarde un petit peu comment on utilise le set billing IBAN mutation et puis je vois qu'on écoute plein de trucs. Genre est-ce que la requête elle est pending? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il y a un succès? Je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?» Qu'est-ce que je vois ensuite? Un use effect qui va écouter si on a réussi à faire ce call. Je me dis: «Ouh là, OK, un premier use effect pour ça, mais il m'a l'air super long ce use effect» et puis je vois qu'effectivement en dessous, si on réussit à peu près à créer cette IBAN là et ben, ensuite on va essayer de create and sign an option contract avec un magnifique arrêt de dépendance de plus d'une dizaine d'objets qui, tous changent potentiellement à chaque rendering. Que là, je me dis: «OK, super, je comprends mieux pourquoi on fait des loops infinis, pendant tout ce temps». Qu'est-ce que je vois ensuite? Un autre use effect qui lui va écouter le résultat du premier use effect et je me dis: «Ah ouais, non, là, c'est vraiment trop grave». Voilà pourquoi ça prend plus de 60 secondes avec encore un autre super arrêt de dépendance et bah, voilà, je vois ça, je me dis: «Hop, on va tout jeter, on va tout refaire avec un seul, call au back-end qui lui va se charger de faire l'interaction entre la signature, de l'IBAN et le contrat, quoi». Enfin, les hooks peuvent impacter la performance. Alors, je sais pas si vous connaissez React Query, c'est extraordinaire ce truc. Ça permet, c'est une super librairie qui permet, de, faire, des calls API et puis de les cacher, très simplement. Donc, tu fais une première fois pour avoir toutes les informations de user quelque part dans ta database dans ton application, pardon. Tu charges tout, tu as tout dans ton cache, très bien. Puis un jour, tu as un autre de tes composants qui va aller faire une modification sur ton user, je sais pas, il va changer l'adresse et puis il va faire un magnifique invalidate all queries et là, ton application a fait 800 calls API d'un coup parce que tout le query cache a été invalidé et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» et il y a ce côté, voilà, quand tu utilises à la fois un hook qui est très réactif, tu envoies des queries, commence tout. Puis même sans que ce soit avec React Query, c'est simple, les hooks, comme on peut pas les coller conditionnellement, il faut les importer au début de chacun de tes components. Donc en fait, si tu as sur ta page 15 components qui eux-mêmes appellent 15 hooks, 15 fois 15 loading de logique que tu as pas forcément besoin, parce que tu dois coller les hooks au cas où, ça rend ton application beaucoup moins performante. Donc est-ce que je suis en train de vous dire que: «Oh non, on s'est déjà débarrassé des harder components, est-ce que je dois aussi me débarrasser de tous mes super hooks?» Eh bien mon ami, on va plutôt apprendre à réguler, l'utilisation des hooks. Et déjà, ce qu'on a commencé par faire, c'est de dire: «Bon, alors pour éviter cet aspect viralité et faire en sorte que tout devienne des hooks, on va peut-être commencer par juste faire en sorte que nos building blocks, donc toutes ces petites fonctions comme les fonctions de translation, de tracking, de navigation, on va peut-être arrêter d'en faire des hooks». Comme ça, est-ce qu'on a forcément besoin en plus que ce soit toujours réactif? C'est une bonne question. Du coup, typiquement avec tes strings, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit: «OK, alors c'est le côté réactif, pourquoi un hook c'est bien finalement? C'est que ça permet aussi du hot reloading. C'est que dès que la valeur va changer et ben, comme on l'écoute en permanence, ça va pouvoir mettre à jour, le rendu et bah, pour, les translations, souvent, c'est bon, on reçoit la translation une fois dans l'application mobile et on n'a pas besoin de les changer. Ça compte surtout quand on est en tant que développeur en train de mettre à jour, notre écran ou nos translations, quoi. Et on s'est dit, «Est-ce que tous ces problèmes de DX, ils valent le coup pour juste ce hot reloading sur translation?
nous, on a décidé que non et qu'en fait, ça valait beaucoup plus le coup que, ces fonctions de translation soient pas des hooks, mais juste quelque chose qui va lire une fois, seulement, au bout de l'application les, traductions et non les retourner. Et donc le changement immédiat, c'est que alors sur ce petit mème, je vous ai mis, une fonction qui s'appelle format extra data value from range, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est là et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un hook. Comme c'est pas un hook et bah, je pouvais pas appeler, tstring directement comme un hook dedans. Du coup, je devais lui passer en tant que props et l'utiliser partout. Donc ça j'ai peut-être appelé 20 fois format extra data range from extra data value from range et lui passer systématiquement un tstring. C'est super fastidieux. Du coup, maintenant que tstring n'est plus un hook, bah, c'est super simple, je l'importe une seule fois et puis, je l'utilise à peu près partout. Donc c'est aussi un autre petit avantage de pas avoir les hooks comme building block. Enfin, on a aussi réécrit maintenant que c'est bon, on n'a plus, nos building blocks, ce sont plus forcément des hooks, on va pouvoir s'attaquer au cœur de nos hooks les plus complexes qui, utilisaient peut-être, 50 hooks différents en utilisant les observables. Alors un observable, basiquement c'est quoi? C'est une variable en gros, on va dire: «OK, je vais m'inscrire à toi», genre, tu vas peut-être avoir, des changements plus tard et je vais, accéder de temps en temps à ta valeur quelque part. Et si on veut que ce soit réactif, on peut l'encapsuler dans un hook, ça, en disant: «Bah, voilà, je vais vraiment t'observer, et je veux que tu sois réactif tout le temps à chaque rendering. Mais si j'ai pas du tout besoin que tu sois réactif, je veux juste accéder en une seule fois, j'ai pas besoin, de mettre ce hook là». Et du coup, voilà un exemple. Donc maintenant, on utilise plutôt, des services. Typiquement, mon help program avant, c'était un use help program library, maintenant c'est help program library service. Je vois que j'ai des observables qui sont définis au-dessus. Ça, c'est un autre hook parce que je trouvais ça comme meilleur exemple où, je l'appelle une fois et puis je peux enfin faire un if aussi, dans mes conditions. Ça, c'est dans une fonction et si j'ai vraiment besoin de réactivité, bah, voilà, mon use observer dans mon component qui va pouvoir, vraiment dire, «Je te regarde en continu» et ça me permet de faire du hot reloading. Et donc ça me permet d'avoir un super beau, petite card, quand mon programme est enfin available. Et enfin, on garde évidemment les hooks pour, handle le local state of components. Alors, ce que ça veut dire, c'est que set state, c'est quand même vachement pratique. Alors, on a juste interdit l'usage de set state dans les use effects dans certains cas, parce que, c'est là où ça part à volo et qu'on comprend plus du tout, on contrôle plus du tout les, effets de bord. Par contre, quand on a juste besoin de savoir si quelqu'un a appuyé sur un bouton et qu'il a commit à quelque chose, bah, c'est très pratique, donc autant, ne pas toucher à ça. Et voilà, c'était, mon petit, talk. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je range Je te laisse le micro pour le moment. Alors, est-ce qu'on a des questions? Ouais. C'est des questions. Alors, ma question, ça serait, étant donné que React a tendance à vouloir que tout le monde utilise des hooks partout, parce que c'est leur paradigme et c'est eux qui le prévoient, comment vous anticipez des choses qui vont venir dans le futur? Par exemple, ils ont sorti Compiler qui fait un usage extensif des hooks et qui utilise les rules of hook pour faire de l'optimisation dans le code. Si vous éloignez de l'aspect de base qui est un peu du React juste avec des hooks, est-ce que vous n'avez pas peur de diverger un peu de ce qui va se passer partout dans toutes les librairies et de miss out sur des features plus tard? Ah, c'est une super bonne question. Comment je peux répondre? Bah, déjà, c'est pas aujourd'hui, on n'utilise pas encore ces features-là et aujourd'hui, on est déjà impacté par, dans notre DX par tout ça. Donc ça faisait vraiment sens depuis, quelques mois qu'on s'attaque à ça, qu'on déhookifie juste certains de nos building blocks et certains, complex hooks. Si on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'une feature qui va arriver, que c'est extraordinaire, on pourra tout à fait rollback et recommencer à intégrer les hooks, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes appuyé sur une librairie pour gérer les observables ou c'est fait maison? Très bonne question aussi, merci. Oui, on s'est appuyé sur une librairie. Je sais plus exactement laquelle, parce que c'est pas mon Mac, je pourrais vous la dire plus tard, ici. On en a testé plusieurs, même pour être plus, exigeante avec ce que je vous raconte. Et il y en a une, qu'on avait utilisée, qui était en alpha et en bêta, c'était, pareil, je sais plus le nom et on a très vite rollback pour quelque chose qui était plus robuste et qui se reposait beaucoup sur Mobix aussi pour, tout ce qui est, local storage dans l'application mobile, qui est beaucoup plus éprouvé. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Non, c'est bon? Ouais, si.
Moi, j'ai une question toute bête, mais pourquoi garder encore les user state et pas faire des stores séparés, comme avec une bibliothèque comme Zoostand, qui permet de faire des micro-stores et du coup alléger encore plus ces composants? Ah, on a ça, tout à fait. Non, je vous parle le petit exemple que j'ai montré, c'est parce qu'on ne veut pas réutiliser cette donnée en dehors de ce composant. Je veux dire, si c'est juste pour ce composant précis, on utilise un useState, mais évidemment, on a longtemps été sur Redux et depuis peu, on a bougé sur autre chose. Je ne sais plus le nom, je suis désolée, je me fatiguais. Mais oui, on utilise tout à fait des stores, surtout quand on a besoin de partager entre composants une single source of truth. Dernière question. Non, c'est bon. Super. Merci. Merci.